Bonjour Alliance Magicienne et Alliance Magicien. On est avec Arnaud aujourd'hui et puis moi-même que vous ne connaissez pas encore visuellement, mais je suis Isabelle, la Community Manager de l'Alliance Magique. Et Arnaud, que vous connaissez probablement, c'est le Big Boss du groupe éditorial. Bonjour à tous. C'est lui l'accro aux bonbons. C'est même pas vrai. D'accord. C'est toi qui as un paquet de bonbons, enfin qui a un verre rempli de bonbons derrière. No comment. Il faut des forces pour faire une vidéo avec toi. Certes. Alors, puisqu'on est là tous les deux aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est pour vous parler donc un petit peu à la fois de la sortie d'un livre donc qui a été réalisé par Agaëlle, donc ici présente, donc qui s'appelle également, que vous connaissez mieux sous le nom d'Isabelle Tixier, qui est également notre community manager. Et donc son livre La médiumnité, qui est sorti le 23 juin 2016, et donc qui parle, comme son nom l'indique, de médiumnité. Alors, déjà, tu préfères que je t'appelle comment Agaëlle, Isa? Honnêtement, j'ai plus l'habitude de répondre à Agaëlle. On m'a tellement appelé Agaëlle ces dernières années que... Ça marche. À ce moment-là, on va faire comme ça. Donc, tout au long de cette vidéo, on va t'appeler donc par ton surnom d'auteur. Ce sera plus simple. Alors, Agaëlle, bah écoute, pour ceux qui te connaissent pas, qui ont la chance de pas te connaître, on va parler un petit peu. Moi, je te propose donc que tu te présentes un petit peu, que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire également ce livre? Tout ça, quoi. En gros, je dois raconter ma vie, quoi. Ouais, vas-y, ouais. On me connaît depuis à peu près 9-10 ans sur Internet sous ce nom de Agaëlle, où j'écris depuis tout autant de temps des articles sur l'ésotérisme, toujours dans une volonté de comprendre et puis de partager sur le vécu, la pratique et la théorisation. À partir de là, ayant de très nombreux articles à mon actif, très nombreux, on m'a très souvent demandé quand est-ce que je prendrais la plume pour faire la démarche d'écrire un livre complet. On m'a harcelé en ce sens, et j'ai fini par sauter le pas il y a à peu près 3 ans. D'accord. Pour le temps qu'il soit publié, il a fallu attendre chaud. D'accord. Et au niveau vraiment de ton parcours de médium, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce qui t'a amené à ça vraiment? J'ai toujours été dedans, dans le sens où déjà enfant, je percevais. Enfin, je veux dire, pour moi, ça a toujours été naturel, et il a fallu que j'attende l'adolescence pour comprendre que les autres ne percevaient pas, que c'était pas naturel de ressentir les émotions des autres, que c'était pas naturel de savoir quand ils mentaient ou de percevoir une entité, que non, ça faisait pas partie du commun, en gros. Et je l'ai appris un peu à la dure. Et après, je me suis dit que en fait, si je percevais, je devais pas être toute seule à percevoir non plus. C'est ce qui m'a amené ensuite à partager plus tard. Après, en termes pratiques, ce qui m'a vraiment intéressée, pour moi, la médiumnité est un outil. Donc, c'était juste un outil qui me permettait de comprendre le monde, dans le sens où je suis une curieuse insatiable, et c'était un outil de plus dans cet objectif. Donc, ça a été au point de vue, on va dire, personnel et privé, la manière dont tu as vécu un petit peu et tu as découvert ta médiumnité, mais il me semble que tu as également été professionnel, c'est ça? Oui, j'ai été professionnelle pendant à peu près 5 ou 6 ans, je vais compter. J'ai dû arrêter pour des raisons de santé, pas parce que j'avais pas envie. C'était vraiment une passion pour moi de faire ça de façon professionnelle, de pouvoir consacrer du temps à ça. Après, en termes professionnels, j'étais spécialisée, surtout en particulier dans l'exorcisme et la pratique du dégagement ésotérique, et puis d'accompagner les autres à comprendre et se découvrir sur un plan éso. Alors, c'est intéressant justement cet aspect-là, parce que c'est vrai que sur Internet, on voit beaucoup d'avis sur la question, sur le côté, oui, vous comprenez, les médiums, c'est les cibles par excellence des entités, donc un médium qui fait du désenvoûtement ou qui ferait de la magie, ça n'a pas de sens, etc. C'est une discussion, toi et moi, qu'on a déjà eue sur le sujet, sur justement, donc je vais pas spoiler en disant ce que j'en pense. Qu'est-ce que toi t'en penses par rapport à ça? Qu'est-ce que ça t'évoque, ce genre de choses, ce genre de point de vue? Pour moi, la médiumnité est simplement un outil de perception et de gestion des énergies. Un outil que chacun peut avoir à plus ou moins de niveau, avec plus ou moins de travail et de maîtrise. Déjà, le médium n'est pas obligé de subir. Le médium peut se prendre en charge et puis amener à un niveau de maîtrise qui lui permette de ne pas être une porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est-à-dire que l'entité qui passe, il n'est pas obligé de lui dire Amen, et puis il peut lui dire non, je suis pas disponible et va voir ailleurs si j'y suis. Après, tout mage pour moi est forcément médium, tout praticien est forcément médium, au sens énergétique du terme, j'entends, je parle pas d'autre chose, dans le sens où
pour pouvoir agir sur les énergies, il faut un minimum de perception au préalable, parce qu'on est tous plus ou moins capables à plus ou moins grande échelle. Alors, c'est intéressant justement cette remarque, et t'en parles beaucoup dans ton livre, et je pense que c'est quelque chose. Moi, je sais que j'avais pas vraiment conscience de tout ça. Enfin, je pratique depuis que je suis tout jeune. J'ai beaucoup travaillé. J'avais aucune capacité vraiment à l'origine, donc j'ai beaucoup travaillé pour acquérir. Et c'est vrai qu'avant de lire ton livre, j'avais pas vraiment pris conscience de la place que pouvait revêtir la médiumnité dans le cadre de la pratique magique. Alors, c'est vrai que par rapport à ce que tu dis là, ça parle beaucoup. D'un côté, je me dis, ça nous pose face à un problème en fait de fond qui est que soit, en gros, les gens qui pratiquent la magie ne comprennent pas du tout ce qu'est la médiumnité, comme c'était un peu mon cas, hein, objectivement, du moins dans son sens le plus général, on va dire. Soit tout simplement, s'ils ne comprennent pas l'importance que ça peut revêtir, c'est peut-être également parce que beaucoup de gens se revendiquent praticiens, mais sans avoir vraiment pris la peine de développer les capacités qui sont nécessaires pour pouvoir pratiquer. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, mais... Je sais que certains seront forcément désaccords avec moi, parce que pour beaucoup de mages, la médiumnité est vue comme une sous-classification ésotérique un petit peu... comment dire c'est un peu celui qui aime les licornes et qui fait de l'amour avec les entités en disant c'est trop beau l'amour, la paix, la lumière et les entités, ou sinon c'est je subis et voilà. La médiumité, ça n'est pas que ça. La médiumité, ça ne se limite pas aux entités, c'est tout ce qui est perception des énergies. Donc ça va être les questions d'environnement, percevoir les énergies d'un lieu, percevoir les énergies d'une pierre. Donc la lithothérapie va être une pratique médiumique, même si ça ne porte pas ce nom. Après, ça va être la perception des énergies d'un humain, ça va être la personne qui agit par magnétisme sur l'autre et qui est capable de percevoir son état de santé, ou du moins certaines problématiques. Quelqu'un qui est capable de percevoir les énergies de l'autre et qui est capable de dire tu es malade ou tu as un problème d'énergie, de déséquilibre, c'est une forme de médiumité dans la perception. Après, dans la question de la pratique magique, pour beaucoup, ce n'est pas de la médiumité parce que la médiumité est avant tout féminine, que la magie est réservée à occidentalement, et puis ces derniers siècles, à une élite dans le terme de travail et de maîtrise et de compréhension et de gestion, mais sans comprendre que rien que le fait de mettre en place des énergies pour faire un rituel d'évocation implique forcément déjà une propre maîtrise de soi auquel ils ont travaillé sans connaître le nom de ce que c'est la gestion de la médiumnité. Quand il faut travailler à visualiser des énergies, à gérer une descente des énergies, c'est une forme de médiumité. C'est vrai que de ce point de vue-là, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on a tendance à poser beaucoup de termes différents, on va dire, sur nos différentes capacités, que ce soit la visualisation, le ressenti énergétique, la capacité justement à voir une entité bien spécifique. Et c'est vrai que je suis le premier à avoir exactement eu ce genre de vision des choses avant de lire ton livre notamment et qu'on ait l'occasion d'en discuter. C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte du lien commun qu'il y a finalement entre toutes ces différentes pratiques qui, si on les regarde, ont l'air d'être vraiment séparées les unes des autres et qui finalement tiennent d'une même tenant à la base et qui finalement, qui va être la médiumnité. C'est vrai qu'on a tendance à ignorer ce phénomène-là et c'est justement ce que j'ai trouvé très intéressant dans ton livre, c'est que justement tu prends la peine de vraiment reposer tous ces éléments pour dire voilà, on ressent à la fois les choses. Enfin, la médiumnité, c'est pas juste voir des entités, c'est pas juste communiquer entre les plans, c'est pas juste ce genre de choses, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste et auquel finalement tous les praticiens, on va dire en ésotérisme, à l'exception, on va dire, de certaines disciplines comme par exemple l'astrologie, puisque on en avait discuté, ça fait partie des rares disciplines dont on peut dire qu'elles se passent complètement de la médiumnité, mais en réalité, toutes les autres formes, et donc on pourrait même considérer par exemple certaines formes de voyance, on pourrait considérer donc tout ce qui est magie, tout ce qui est... Pour la voyance, je vais mettre un bémol dans le sens où la voyance et la médiumnité sont deux choses complètement différentes, qui sont complètement séparées, même si elles peuvent se mêler dans le ressenti du praticien. La voyance, c'est la lecture du temps, passé, présent, futur. Point barre. C'est tout, pas autre chose. Quel que soit le support, que ce soit spontané, que ce soit avec un oracle, un tarot, ou une barre de café, ou même vos bouquins, du moment si ça marche très bien. Mais la médiumité, elle, c'est plus vaste, c'est la perception des énergies. Au travers de la perception des énergies, on peut parfaitement anticiper des événements qui viendront pour l'autre, mais ce n'est pas de la lecture du temps. Mais le voyant a tendance souvent à être médium dans le sens où il va percevoir l'état de l'autre par-delà la perception simple du temps. Et voilà, c'est dans ce sens-là en fait que je voulais dire, c'est que au final, si on regarde bien,
il est quasiment impossible pour être un praticien, on va dire, en ésotérisme, dans le sens général du terme, de ne pas au moins développer certaines des facultés de médium, qui sont donc, toi, ton quotidien, mais qui peuvent donc s'acquérir par différentes techniques, et qui malheureusement donc sont classifiées sous une multitude de noms et de pratiques, qui finalement, comme tu le disais, pour des raisons un peu obscures, et alors j'irai pas jusqu'à penser que c'est un peu misogyne, mais on va imaginer que ça ne l'est pas quand même si, quand on regarde un petit peu effectivement l'histoire de nos disciplines, malheureusement, on pourrait être tenté de sacrément de donner raison, mais on va dire, aujourd'hui, à une époque en tout cas qui se veut moins misogyne, on voit qu'on continue à perpétuer une logique et des habitudes, que ce soit dans le langage ou dans autre chose, qui finalement ont tendance à effectivement mettre la médiumnité comme étant quelque chose d'un peu un rebut finalement de l'ésotérisme, alors que pourtant ça en constitue l'un des points les plus importants. Donc c'est vrai que c'est quand même assez étonnant et quelque part assez dommageable, parce que... C'est pas étonnant. C'est historiquement explicable et sociologiquement. Bien sûr, mais j'entends, c'est quand même très dommageable aujourd'hui parce que la plupart des praticiens, ne prenant pas conscience finalement de ce qu'est réellement la médiumnité, passent également à côté du développement de pas mal d'aptitudes qui pourraient être un vrai plus. Moi, j'ai vraiment lu ton livre à l'œil donc de mes propres pratiques, donc de trac, etc. Et je me suis rendu compte que le cheminement qu'on m'avait obligé à suivre, basique, vraiment, qui est donc indispensable pour pouvoir commencer à traiter de ce genre de pratique, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est donc un moyen de remonter à la source des différentes entités, de vraiment comprendre leur nature, etc., de pouvoir vraiment converser avec elles, en fait, tous les entraînements qui ont été indispensables, outre bien sûr tout ce qui est du domaine de la protection, c'est du domaine de la médiumnité, ni plus ni moins. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup frappé, parce que jusqu'à ce que je lise ton livre, comme je disais, j'avais pas du tout conscience de ça, quoi. Et je pense que beaucoup de gens sont dans le même cas. Le problème, c'est que la médiumnité est protéiforme, c'est-à-dire qu'elle peut prendre des formes très différentes et qui, la plupart du temps, sont souvent personnelles. S'il y a de grands axes, le fait de voir, d'entendre, de sentir au sens de l'odorat ou de sentir au sens du toucher ou du ressenti énergétique, la façon dont elle va s'exprimer va dépendre à la fois des archétypes personnels et des archétypes sociaux ou culturels dans lesquels nous vivons. Donc, chacun, imaginons qu'il y ait une entité dans la pièce et qu'on est plusieurs dans la même pièce, chacun va la ressentir de façon différente. Ce qui n'empêchera pas que c'est la même entité, que c'est la même nature énergétique, mais chacun va l'interpréter de façon différente. Tout comme quand on est témoin d'un événement dramatique, chacun va avoir un angle de vue totalement différent, qui fait que les témoignages pourront ne jamais se recouper, et pourtant c'est le même événement à chaque fois. Et c'est le problème de la médiumnité, c'est aussi en ce sens-là où elle échappe à la plupart des gens, parce que jusqu'à présent, en tout cas, je ne l'ai pas vraiment trouvé chez d'autres praticiens. Je ne dis pas que les autres sont nuls, c'est absolument pas ce que je dis. C'est que dans mon parcours, j'ai pas souvent eu l'occasion de trouver des personnes qui comprenaient cet aspect protéiforme et qui, saisissaient toutes les implications de la médiumnité. Après, c'est ce que je disais, il y a un autre aspect historique et que j'avais expliqué en introduction du livre et sur lequel on avait échangé tous les deux. Et tu m'avais d'ailleurs dit qu'il fallait absolument que j'en parle dans le livre. J'ai pas trop abordé le sujet, mais historiquement, donc, au 19e siècle, oui, c'est ça, le mouvement spirit avec Victor Hugo et Allan Kardec ont énormément fait aujourd'hui construit l'apparence sociale de la médiumnité. Victor Hugo, avec son fils, était fasciné par la médiumité et tout ce qui est spiritisme. Ils ont voulu, avec des scientifiques, tout le mouvement romantique et puis des artistes de l'époque, approfondir et tester et éprouver la médiumité et ses manifestations, donc au sens de contact avec les entités essentiellement. Si au départ, ils sont complètement manipulés par les entités au passage, et si au départ c'est très intéressant, en fait à la fin du siècle, ils rencontrent des scientifiques fallacieux qui vont truquer les résultats. À partir de ce moment-là, alors que Victor Hugo avait vraiment la notion d'associer science et parascience, les études mutuellement, et qui est vraiment une association et que ça rentre dans un contexte scientifique, la scission se fait complètement et la médiumnité devient obsolète, obscure, occulte au sens caché, parce que elle a tellement été manipulée, utilisée à des principes personnels, qu'elle est complètement décrédibilisée.
associé à ça, c'est ce que je disais un peu plus tôt, le problème de la médiumnité, c'est qu'elle est apparentée à un principe féminin. C'est-à-dire que historiquement, la Pythie de Delphes, c'est pas un homme. Ou historiquement, c'est la sorcière qu'on vient voir dans les campagnes pour essayer de savoir ce qui se passe, c'est rarement un homme. Si on prend aujourd'hui la plupart des médiums qui pratiquent professionnellement, ce sont pas souvent des hommes, ce sont plus souvent des femmes. Et on ne pas que les hommes soient efficaces. Hein. Oui, bien sûr, heureusement. Est-ce que tu n'as pas l'impression que quelque part, il y a aussi une fausse idée, également historique, mais qui perdure? Tu sais, justement, il y a souvent cette critique que le médium, finalement, comme on en parlait au tout début, il est facilement la victime des entités, etc. Est-ce que tu ne crois pas que quelque part, c'est aussi un petit peu dû au fait que justement, donc au 19e siècle et en époque du spiritisme, le médium était souvent en fait lié à une incorporation de l'entité. Il n'était pas juste là pour retranscrire, il était souvent là pour donc vraiment incorporer l'entité. Et donc, il faut le dire comme c'est une forme de possession. Et donc, il y a eu des cas qui ont dégénéré et il y a même eu des morts. Et c'est ce qui a été une des raisons pour lesquelles d'ailleurs on a arrêté ce genre de choses et qui d'ailleurs au passage revient aujourd'hui beaucoup à la mode au travers notamment du channeling. Donc voilà, ça c'était le petit truc. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. Donc, est-ce que tu ne penses pas que quelque part il y a aussi ce problème-là et qui fait que quelque part certains praticiens aujourd'hui ont une fausse idée du danger que représente la médiumnité et justement donc qui ont tendance encore plus à en minimiser la nécessité, justement parce que quelque part en fait il y a des gens qui simplement à une époque comprenaient pas tous les tenants et les aboutissants de ce qu'ils faisaient, utilisaient juste leur capacité et finalement se laisser duper quoi. Je pense qu'il y a un problème culturel et cultuel, c'est-à-dire que par exemple en Asie du Sud-Est, des traditions vietnamiennes ont l'habitude de pratiquer l'incorporation dans une dimension de contact d'intermédiaire entre les dieux, les entités, les âmes familiales et puis les personnes. Ou même au Brésil, je crois que c'est la Santeria, je suis pas sûre à 100% du nom, qui a cette habitude de travail d'incorporation des entités et de canalisation des messages. Mais ces pratiques-là se font dans des contextes extrêmement spécifiques, extrêmement protégés, au travers de forces qui servent à soutenir le médium, avec un accompagnement avant, après. Ces médiums-là sont jamais seuls, sont jamais lâchés dans la nature à faire leur petite incorporation dans leur coin. Déjà, il y a cet aspect-là. Mais quand on prend les religions européennes, l'incorporation n'existe quasiment pas, voire elle est complètement réfutée. Si on prend la dimension chrétienne, c'est de la possession, point barre, il faut agir. De toute façon, du point de vue chrétien et européen, la médiumnité et la voyance posent problème parce que au travers de la religion, c'est se mettre à la place de Dieu. Même au travers de l'islam ou du judaïsme. C'est-à-dire que le médium se prétend équivalent à Dieu dans sa capacité de percevoir. Ce qui donc est strictement interdit par l'Église, ou par l'imam, ou par le rabbin. Donc, déjà, il y a un problème, de négation, d'absence de place sociale qui permettrait à chacun d'apprendre et de comprendre ce qu'est la médiumnité. Là où est le paradoxe, c'est justement que dans un sens, si on y réfléchit bien, la plupart des gens qui ont été, on va dire, soit des témoins d'apparitions ou là tout à l'heure je vous parlais par exemple de Bernadette Soubirous, donc à Lourdes, qui a vu la Vierge, ou de Mahomet, ou de même justement Marie, etc. Est-ce que cette forme d'apparition, c'est pas juste une forme de médiumnité? Et donc quelque part, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté très paradoxal dans le fait de l'interdire? Mais complètement. Enfin, si on prend, je vais juste tergiverser, je suis pas exégète, mais si on prend la Bible, les prophètes ont des manifestations médiumiques de A à Z. Je veux dire, quand ils voient l'intervention divine, qu'ils ressentent, qu'ils entendent, c'est purement simplement un témoignage de médiumnité. Le problème, c'est qu'il y en a qui sont accrédités et pas d'autres. Dans les faits, ça marche pas comme ça, chacun peut percevoir. Alors oui, le problème, c'est que quand on perçoit pour la première fois, ça peut paraître un petit peu surprenant ou très mystique, mais la médiumnité n'est pas mystique en soi. Elle n'est qu'un outil qui peut servir à la pratique mystique et religieuse, ou magique, ou ésotérique. Mais elle est là, c'est comme avoir un troisième bras, on en fait le choix de l'usage. J'ai pas fait un choix de démarche mystique avec ma médiumnité, mais un choix de compréhension, mais d'autres vont l'utiliser pour mieux percevoir les énergies liées à leur dieu ou liées à leur foi. Après, le médium n'a pas à subir. La plupart des témoignages qu'on a jusqu'à aujourd'hui dans l'histoire, le médium ne fait que subir. Il voit l'entité, il est terrassé par la force divine d'amour ou par la force négative que ça représente, mais à aucun moment il se dit « bon ok, je vais me prendre en main et je vais apprendre à gérer ».
Alors que dans d'autres pratiques cultuelles, c'est ce que je disais tout à l'heure, le médium a un système de gestion au travers, par exemple, de l'Asie du Sud-Est ou de l'Amérique du Sud. Il y a indirectement, au travers de ces mystiques, des parcours spécifiques qui permettent au médium d'apprendre à gérer, à ne pas percevoir en dehors des cadres préétablis, et donc d'être dans une parfaite maîtrise de sa médiumnité. Aujourd'hui, on a trop l'habitude de voir le médium comme étant quelqu'un qui est à disposition non-stop et qui n'est pas capable de gérer. Moi, si j'ai pas envie qu'une entité me tape la converse, ça vient pas me taper la converse. La nuit, je dors parfaitement, elle vient pas m'emmerder, m'embêter. Mais justement, c'est intéressant parce que là, en discutant de tout ça, je me rappelle notamment, alors je sais plus si c'était Papus ou si c'était Lévy ou si c'était un autre qui avait fait la remarque, mais en fait, j'ai souvenir que au cours de certains rituels de haute magie, le mage, en fait, utilisait un médium en supplément pour justement lui témoigner de ce qu'il pouvait percevoir, etc. Et je pense que quelque part, le vrai problème de fond, il est là. Et là, ce que je vais dire va probablement pas beaucoup plaire à certains, mais ça prouve l'un des gros problèmes pour moi, justement, de toutes nos traditions occidentales, qui ont eu tendance à faire des énormes dissociations entre la magie, entre guillemets, et ce qui est du domaine du ressenti ou de la perception, etc. Et donc, finalement, le mage, c'était juste un cuisinier qui faisait sa recette sans vraiment comprendre, en comprenant officiellement, mais dans la réalité, quand on regarde les choses de façon un peu plus réaliste, voilà, sans vraiment comprendre ce qu'il faisait, disons, en faisant des jolies récitations de rituels et de choses comme ça, qui étaient écrits depuis souvent bien longtemps, mais où finalement, il ne pouvait pas se passer d'avoir un intermédiaire supplémentaire qui lui permettait de comprendre ce qu'il faisait. Et quelque part, je pense que c'est vraiment très significatif d'un problème qui aujourd'hui est en train d'évoluer, puisque au fur et à mesure du temps, la pratique magique est en train d'évoluer. Ceux qui sont certes toujours très accrochés aux traditions, etc., continuent à pratiquer plus ou moins, en se passant maintenant des médiums de plus en plus, parce que paradoxalement, on n'en voit plus vraiment l'intérêt. Mais on voit quand même une évolution assez profonde dans la manière de pratiquer aujourd'hui. De plus en plus de gens se mettent soit à laisser de côté un petit peu les traditions, soit à développer davantage de capacités parce que finalement, ça en devient quelque chose de plus recherché. C'est vrai, on le voit beaucoup dans les travaux, par exemple, de Bardon, je veux dire, puisque moi, c'est comme ça que j'ai commencé au tout début. Je veux dire, c'est très clairement une mise en avant des différentes capacités de perception qui est faite. Donc, quelque part, toute la génération qui vient a posteriori, est en plein changement par rapport à tout ça, et donc finalement peut se passer au fur et à mesure d'avoir un médium suppléant pour compenser leur incapacité à faire quelque chose, mais sans pour autant reconnaître que ce qu'ils font, c'est de la médiumnité. Et le problème de la dichotomie entre le mage et le médium, c'est qu'il y en a un qui fait l'émission et l'autre qui fait la réception. Ça reste de la pratique médiumnique. Le problème du mage qui est un médium, c'est que souvent le médium ne se gère pas, comme dans le principe de la magie enochienne, où il y en a un qui a ramassé ce que le médium écrivait sans chercher à vérifier avec qui il était en contact ou avec qui il discutait, ni quels étaient les objectifs réels de l'entité qu'il y avait derrière. C'est très facile d'utiliser un médium qui se gère pas, parce que tu te places au milieu de la pièce, il fait antenne, et puis tu récoltes. T'as pas à prendre les dangers, t'as pas à gérer les énergies, t'as pas à te prendre en charge, et t'as pas à récolter tous les problèmes qui peuvent être associés à cette question. C'est le médium qui se pourrit, qui peut aller jusqu'à des problèmes très graves, mais sans pour autant que toi, en tant que mage, t'aies subi les problématiques. C'est très avantageux. Et oui, c'est sûr, c'est toujours le même principe de fond. Alors, pour en revenir à ton livre, il apporte justement un petit peu ce regard un petit peu différent, en essayant justement donc de vraiment bien expliquer les choses et de rendre ça plus concret pour la plupart des gens, en laissant de côté donc la plupart des idées reçues et en remettant à leur place, on va dire, pas mal d'idées reçues, pour le coup, je vois pas de quoi dire d'autre. Mais c'est pas uniquement, c'est-à-dire que c'est pas uniquement un livre d'explication, c'est aussi un livre concret et pratique qui a vocation aussi justement à apprendre aux gens à se protéger, parce que comme tu le dis, des gens qui sont médiums, naturellement, il y en a quand même pas mal, et qui malheureusement ne vont pas apprendre à gérer leurs capacités, donc ils vont se retrouver confrontés à des problèmes, et qui donc paradoxalement continuent à perpétuer cette fausse idée qu'un médium ne peut pas se protéger, quoi. C'est pas tant se protéger, pour moi, c'est gérer la médiumnité. La protection est qu'une partie de la gestion de la médiumnité. C'est-à-dire que dans le livre, j'ai essayé d'expliquer ce qu'est la médiumnité du point de vue de mon paradigme, c'est-à-dire la façon dont je l'aperçois, la façon dont je l'ai réfléchi, la façon dont je l'ai expérimenté, autant au travers de moi-même que des témoignages que j'ai reçus, et ce qu'on par milliers
avec Equinox, hein, bien sûr. J'imagine. Voilà, donc la gestion de la médiumnité, ça va bien au-delà de la protection. La gestion, c'est gérer ses énergies, c'est purifier et c'est protéger. Gérer ses énergies, ça commence par les comprendre, ça commence par être capable de s'entretenir, c'est-à-dire de gérer l'ancrage, d'apprendre à se recharger après un contact énergétique, de faire attention quand on part trop loin dans une dérive mystique ou de folie, ou qu'on se fait manipuler par une entité, ou qu'on est sous l'influence d'une énergie d'un lieu qui nous pourrit ou qui nous pose problème. C'est simplement ça de commencer à gérer. La protection vient et est un élément de cette gestion, en fait, pour moi. Je trouve ça super intéressant, justement, que tu fasses cette distinction, tu vois, entre vraiment gestion et protection, parce que à t'écouter, on dirait pas que tu es forcément en train de parler de médiumnité. Je veux dire, encore une fois, je tiens à insister là-dessus, mais je trouve ça vraiment très intéressant. Tu viens de parler de gestion des énergies, de choses comme ça. Je rappellerai que c'est la base d'un parcours de n'importe quel magiste qui se respecte. C'est la base. Et je veux dire, on ne peut pas pratiquer correctement sans avoir une très bonne gestion de ses énergies, que ce soit dans la rémission ou simplement au sein même de notre corps. C'est l'un des gros problèmes, malheureusement, de beaucoup de disciplines énergétiques aujourd'hui qui vont avoir tendance, je pense par exemple au Reiki, qui va avoir tendance à minimiser la nécessité de gestion au prétexte qu'ils sont censés utiliser une énergie universelle extérieure à eux-mêmes, mais où on se rend compte que souvent, on a des maîtres Reiki qui peuvent venir nous voir en nous disant « Voilà, j'ai un problème, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai des gros soucis énergétiques, nanana. » Et simplement parce qu'en fait, en amont, ils n'ont pas pris la peine d'apprendre cette gestion dont tu parles. Et on voit bien que pourtant, ça n'a rien à voir avec de la médiumnité, officiellement en tout cas. Et c'est vraiment très intéressant de faire cette distinction, enfin de remettre les choses en place comme tu le fais là. C'est pas parce qu'on perçoit qu'on ne doit pas agir. C'est pas parce qu'on perçoit qu'on ne doit pas non plus se prendre en charge. C'est pas parce qu'on perçoit qu'on doit décharger ses responsabilités sur les entités ou les énergies qu'on utilise. C'est pas parce qu'on nous donne des outils pour agir, que ce soit au travers du Reiki, du magnétisme ou de tout autre nom de pratique ésotérique, qu'on n'est pas responsable de notre action. Et la responsabilité se porte dans la compréhension des énergies qu'on utilise, vérifier qu'on ne se fait pas manipuler, vérifier la nature des énergies qu'on utilise et vérifier l'action qu'on porte sur l'autre. Cet ensemble-là, c'est purement et simplement de la médiumnité. C'est la base de la médiumnité. On a beaucoup parlé depuis tout à l'heure, donc à la fois des praticiens, donc que ce soit en magie, que ce soit dans les autres disciplines énergétiques, etc. Mais finalement, ton bouquin, il se destine à qui? Juste à ceux-là? À tout le monde? Aux gens qui sont médiums? Aux gens qui ne le sont pas encore? Si tu devais le destiner, à qui est-ce que tu as essayé de l'adresser quand tu l'as écrit? À tous ceux qui avaient envie de chercher sur eux-mêmes. C'est-à-dire, peu importe qu'on soit praticien ou qu'on soit parfaitement débutant et qu'on n'ait aucune connaissance de l'ésotérisme, j'ai essayé de proposer des définitions des grands axes, par exemple ce qu'est l'énergie ou ce qu'est la médiumnité, et que chacun ensuite puisse utiliser les outils à leur propre pratique ou non pratique. Il n'est pas nécessaire de pratiquer pour voir le lien. Après, si je devais le conseiller, ce serait à tous les praticiens, tous ceux qui ne connaissent pas la médiumnité ou qui pensent la connaître et qui la catégorisent en dehors de leur propre pratique à eux.